L'électricité, pourquoi s'en passer? Elle est devenue incontournable dans notre monde moderne. De la machine à café, à l'ordinateur, de la lampe, à l'installation industrielle. Plus rien ne marche désormais sans électricité. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Essayons de faire un petit comparatif. En pneumatique, le vecteur d'énergie, c'est l'air. En hydraulique, c'est l'huile. En électricité, il y a aussi un vecteur d'énergie, même s'il est invisible. Il s'agit du courant électrique, ou plus exactement, du flux d'électrons circulant dans le câble. Pour définir le courant électrique, il existe trois notions que tout le monde connaît bien. La tension, l'intensité et la résistance. La tension électrique est désignée par l'abréviation U et se mesure en volts. Tous les appareils électriques portent l'indication de la tension à laquelle ils doivent être utilisés. L'intensité du courant est désignée par l'abréviation I et se mesure en ampères. L'intensité indique combien de courant un appareil, par exemple un moteur, peut absorber au maximum. Et enfin, la résistance désignée par l'abréviation R et dont l'unité est l'ohm. Cette valeur indique quelle résistance un récepteur, qui est également un conducteur, oppose au débit de courant. Ces trois grandeurs s'influencent mutuellement. Le tout peut s'exprimer par une formule extrêmement simple, U égale R fois I, c'est-à-dire que la tension est égale au produit de la résistance par l'intensité, ou bien, inversement et plus proche de la pratique, intensité égale tension par résistance, car c'est généralement la tension qui est indiquée, et tout cela porte aussi un nom, il s'agit de la loi d'Ohm. Procédons maintenant à un petit essai. Les éléments blancs sont les câbles électriques. Nous disposons d'une tension U de 24 volts. La résistance R de la lampe est constante et l'intensité I est de 84 mA. Doublons maintenant la résistance en ajoutant deux lampes. Au niveau de la source de courant, nous avons toujours 24 volts. Mais aux deux récepteurs montés l'un derrière l'autre, la tension se répartit en fonction de la résistance, ce qui nous donne ici 2 fois 12 volts. Étant donné que l'intensité est également divisée par 2, soit 41 mA, la luminosité des deux lampes sera moins importante que pour une seule auparavant. C'est l'inconvénient de ce qui s'appelle le montage en série. Sur un montage en parallèle, comme nous le voyons ici, les choses sont différentes, étant donné que chacune des lampes forme en quelque sorte un circuit indépendant de la source de courant, toutes deux recevront la même tension. Les deux lampes seront donc également traversées par la totalité du courant. Et toutes deux auront la même luminosité, comme nous l'avons vu au début de l'essai avec une seule lampe. Voilà pourquoi on a généralement tendance dans les installations électriques à privilégier les montages de récepteurs en parallèle. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, il y a un passage d'un courant. Mais pourquoi? D'où vient-il et où va-t-il? Prenons par exemple une batterie comme source de courant. Cette batterie a deux connexions ou, plus exactement, deux pôles. Un pôle plus et un pôle moins. Si nous raccordons l'un des câbles d'un récepteur à l'un des pôles, il ne se passe rien. Ce n'est que lorsque l'autre câble est raccordé au second pôle que la lampe s'allume. En effet, le courant ne peut circuler que si le circuit électrique est fermé. De fait, peu importe de quelle manière on raccorde la lampe, elle s'allumera quel que soit le sens dans lequel on connecte les deux pôles de la batterie. La seule chose qui importe, c'est la différence de tension entre les pôles.
Mais au fait, pourquoi la lampe s'allume-t-elle et pourquoi pas toujours à la même luminosité? C'est là qu'intervient à nouveau la loi d'Ohm. Le filament de la lampe présente une résistance que nous supposons toujours constante. Pour une tension de 12 volts, l'intensité est de 41 mA. Étant donné la résistance qu'il présente au frottement, le filament est échauffé par le passage des électrons jusqu'à l'incandescence. Si nous augmentons la tension à 24 volts, l'intensité sera alors de 84 mA, c'est-à-dire que 2 fois plus d'électrons passeront par le filament qui deviendra encore plus chaud. La lampe sera alors plus lumineuse. Un mot à propos de la puissance électrique. Ces deux lampes reçoivent la même tension, mais l'une d'elles est plus lumineuse que l'autre. Tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même consommation. La moins lumineuse est dotée d'une ampoule de 25 watts, laissant passer moins de courant que la seconde, plus lumineuse, de 60 watts. Le watt, qui est l'unité de la puissance électrique, est le produit de la tension par l'intensité. Tous les récepteurs électriques fonctionnant sur ce principe et fournissant de la lumière et de la chaleur sont appelés récepteurs ohmiques. Parlons maintenant d'un phénomène que tout le monde connaît bien, le court-circuit. Qu'est-ce qui se passe au juste? Si au cours d'un essai, nous mettons les deux pôles d'une source de courant directement en contact, le flux de courant est extrêmement important car il n'est pas freiné par la résistance d'un récepteur. Résultat, il se produit un dégagement de chaleur extrême qui entraîne la fusion du conducteur, voire d'autres dommages. Pour y remédier, on intercale une sécurité dans le circuit électrique. Dans ce cas, un fusible, par exemple, interrompt le flux de courant et empêche la détérioration du reste de l'installation. Nous avons donc vu jusqu'à présent deux effets du courant électrique, en l'occurrence, la lumière et la chaleur. Il existe un autre effet important qui est l'effet magnétique. Tout conducteur traversé par un courant génère un champ magnétique dont l'intensité est proportionnelle à l'intensité du courant. Si l'on enroule un câble, le champ électrique régnant à l'intérieur de cet enroulement augmente considérablement. Le champ magnétique ne dépend alors plus seulement du courant, mais aussi du nombre de spires. Plus on a de spires, plus le champ électromagnétique est élevé. Si l'on introduit dans cet enroulement vide une barre en fer doux, la force électromagnétique augmente nettement. C'est sur ce principe que fonctionnent les électroaimants. Autre phénomène, si la barre en fer doux est mobile, le fait d'appliquer une tension et de faire circuler un courant crée un champ magnétique qui attire la barre vers le milieu de la bobine. Le noyau joue donc ici le rôle d'induit. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet effet spécifique dans le chapitre électrodistributeur. L'effet magnétique du courant est la manifestation de l'énergie électrique que nous rencontrons le plus souvent en électropneumatique et en électrohydraulique. Dans les relais, les contacteurs et les électrodistributeurs. Contrairement aux récepteurs ohmiques, ce sont là des récepteurs inductifs, dont font également partie les moteurs électriques. Quelques mots encore sur les dangers du courant électrique. D'une manière générale, les règles de sécurité doivent être absolument respectées. En effet, le contact avec des éléments conducteurs d'électricité peut être très dangereux pour l'homme, voire même mortel. Comme vous avez pu le constater, un court-circuit peut avoir de graves conséquences. Par exemple, un incendie ou la destruction d'une installation. Autre règle de base très importante, seul un personnel spécialisé autorisé peut intervenir sur une installation électrique et bien entendu uniquement après avoir coupé le courant électrique. Autre mesure de sécurité, les câbles conduisant de haute tension doivent être posés de façon à être hors d'atteinte et à ce qu'aucun arc électrique ne puisse se former.
De plus, les câbles conducteurs d'électricité doivent être isolés. Enfin, utiliser à chaque fois que c'est possible des basses tensions. Voilà pour ce qui est des bases de l'électropneumatique et de l'électro-hydraulique, où l'on a vu que différents fluides, en l'occurrence l'électricité comme vecteur d'énergie de commande, et l'huile hydraulique ou l'air comprimé comme vecteur d'énergie de travail pouvaient se compléter à merveille.